Bonjour. Alors, j'espère que l'activité cosplay vous a bien plu. Alors, on a un petit peu de retard sur le planning, donc maintenant on va juste passer à l'interview avec Eno Neko. Nous avons Nathan avec nous. Bonjour, Euh, merci de Rebonjour. rebonjour, merci de me laisser l'opportunité de pouvoir parler un peu plus en détail de ce qu'on a pu faire pendant ces quelques heures. Bah, c'est l'opportunité pour nous parce que nous, en fait, on a vu les activités se dérouler, mais on a tout plein de questions en fait à vous poser sur comment ça s'est mis en place, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle même, parce que on s'est tout de suite lancé dans l'aventure, mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, Mhm. et donc là, c'est l'opportunité de présenter un peu qu'est-ce que c'est le jeu de rôle. Peut-être pour commencer, si on devait décrire le jeu de rôle en une seule phrase, comment tu le décrirais? En une phrase, je dirais le jeu de rôle, c'est l'occasion de pouvoir construire une aventure, une histoire ensemble, avec ses amis, ses proches, autour d'une table. D'accord. Et on voit qu'en fait, ces dernières années, il y a le jeu de rôle en fait qui revient de plus en plus en fait dans notre quotidien. Alors même moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu parler de jeu de rôle, mais là, de plus en plus, mes amis ils parlent de jeu de rôle et tout. Et en fait, qu'est-ce qui fait que l'intérêt il revient? Alors, à mon avis et notre avis, on est plusieurs à souvent en parler. Et plusieurs facteurs sont entre guillemets alignés pour que ça revienne un peu au goût du jour. Probablement déjà, en tout cas pour l'essor de Donjons et Dragons, le fait que la nouvelle édition soit sortie, la cinquième édition, qui était vraiment une réussite de la part des éditeurs. Ils ont vraiment fait quelque chose qui était hyper réussi, surtout pour entrer dans le jeu, commencer à jouer. Et je pense que ça permet vraiment à des personnes qui auraient jamais joué de pouvoir entrer dans l'univers, entrer dans ce monde du jeu de rôle avec facilité. En plus, Internet et des supports comme Twitch, par exemple, permettent à des groupes qui jouent de pouvoir le diffuser, le montrer, et ça permet à un nouveau public de le voir sous un autre angle, sans avoir besoin d'accepter l'offre de cet ami étrange geek d'aller manger des pizzas un soir dans sa cave pour aller faire du donjon et dragon, mais au contraire de pouvoir confortablement juste le découvrir une fois, se rendre compte qu'en fait, c'est tout simple et ça permet comme ça, à mon avis, de toucher des nouveaux publics, de montrer ce que c'est, ce à quoi ça ressemble et de permettre ainsi aux personnes de pouvoir vraiment commencer à jouer facilement. Très souvent, tu as mentionné que c'est simple. En fait, quand j'entends mes amis vont parler et tout, en fait, ça m'a l'air tout compliqué, tout ça, avec toutes les règles qu'il peut y avoir et Mhm. tout. Mais alors, est-ce que c'est vraiment complexe? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit moins complexe? Alors ça, c'est plein de personnes nous en parlent. Et la réponse est et oui et non. Oui, dans le sens, pour être maître de jeu, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout dans des jeux de rôle complets comme Donjons et Dragons, dans le sens où ça, c'est le premier livre de règles. Si on ajoute tous les livres de règles de base, on en est à une pile comme ça déjà. C'est des centaines, quelques milliers de pages assez facilement qu'il faut absorber, comprendre. C'est écrit petit, c'est deux colonnes. Ça peut sembler énorme. Par contre, si on veut juste pouvoir jouer, entrer dans l'univers du jeu de rôle, c'est extrêmement facile. Je dis toujours, il suffit de s'asseoir autour d'une table avec quelqu'un qui connaît, un maître de jeu qui sait. On s'installe, on commence à jouer et on apprend les règles au fur et à mesure. En 2 minutes, on s'amuse déjà. Et il n'y a vraiment pas besoin de connaître énormément sur le jeu, sur les règles pour Mhm. pouvoir s'amuser. Donc, commencer à jouer, c'est facile, c'est pas quelque chose de compliqué. Vouloir faire MJ, ça demande un certain investissement, ça c'est sûr. D'accord. Tu as parlé des règles, mais en Mhm. fait, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est nécessaire en fait pour pouvoir se lancer, s'installer pour jouer au jeu de rôle? Alors de nouveau, ça dépend de la position qu'on veut avoir. En tant que joueur, si on veut faire les choses vraiment bien, idéalement, on peut venir avec le manuel du joueur. La plupart du temps, mes joueurs, mes amis ou autres, au début, ils ont jamais investi dans le manuel des joueurs avant quelques mois en tout cas avoir joué. Donc je dirais que c'est pas nécessaire. La chose qui est nécessaire pour jouer, c'est un set de dés. Mhm. C'est tout. Juste 7 dés, un dé à 20 faces, jusqu'à un set de dés à 4 faces qu'on peut trouver dans toutes les boutiques spécialisées ou sur notre site, notre boutique en ligne. Et avec ça, on peut jouer. La plupart du temps, si on essaie et qu'on vient juste s'asseoir une fois pour essayer, tester le jeu,
les joueurs, ils ont des dizaines de sets la plupart du temps quand ils jouent depuis pas mal de temps. Donc il y aura certainement quelqu'un autour de la table qui serait heureux d'en prêter un pour que tu puisses Mhm. essayer. Donc, il y a vraiment besoin de quasiment rien. On s'asseye autour de la table avec bonne volonté et puis ce sera cool. Et tu as aussi mentionné Donjons et Dragons. Mm. Est-ce que c'est le jeu que tu recommanderais pour un débutant ou est-ce qu'il y aurait d'autres jeux que tu pourrais recommander? Alors, jusqu'à la sortie de la cinquième édition, je n'aurais pas recommandé Donjons et Dragons pour commencer, ça c'est D'accord. clair. Les règles étaient plus compliquées, c'était des livres assez intenses. Après, honnêtement, depuis la sortie de la cinquième édition de Donjons et Dragons, j'ai vraiment tendance à le recommander comme début, simplement parce que c'est, entre guillemets, très très fondamental dans l'univers du jeu de rôle. Déjà parce que Donjons et Dragons, c'était le premier des jeux de rôle qui existait, mais surtout parce que les règles, justement, pour pouvoir prendre du plaisir autour de la table sont extrêmement simples du côté des joueurs. Et donc l'idéal, c'est effectivement de commencer avec Donjons et Dragons. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise ce système de règles-là, c'est facile de pouvoir basculer vers autre chose, vers des jeux qui peuvent être plus compliqués, plus simples, différents. Mais surtout, ce sera facile, une fois qu'on a Donjons et Dragons, Mhm. d'aller dans n'importe quelle autre direction. C'est pour ça que j'ai tendance à le recommander. C'est un bon point de départ. D'accord. Mais après, tu as parlé de la cinquième Mhm. édition de Donjons et Dragons, mais est-ce qu'il faut avoir les premières éditions? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout comme si c'était des DLC qui s'ajoutent au jeu précédent. D'accord. C'est vraiment, ils ont ressorti toutes les règles qu'ils ont changées, modifiées ou autres. Donc c'est le jeu en tant que tel, la cinquième édition, c'est juste comme la dernière édition d'un livre. C'est un livre qui est remis au goût du jour, qui est adapté peut-être à des nouveaux médiums, des nouvelles techniques, ou alors pour faire des aventures qui correspondent plus au goût actuel des gens et à la mode actuelle. Mais juste la cinquième édition permet de profiter pleinement de tout ce que Donjons et Dragons peut avoir à offrir. Est-ce qu'il y a les sets de dés qui va avec ou on doit apprendre à part? Alors, tout dépend le moyen que, que tu as de commencer à jouer. Mhm. Si tu veux avoir un set complet, l'idéal, si vraiment tu veux y aller armé avec tout ce qu'il faut, ce serait un manuel du joueur dans lequel il y a toute la règle pour jouer. En tout cas, en tant que joueur, et tout ce qu'il faut vraiment savoir en tant que maître de jeu. Et puis, un set de dés. Idéalement aussi, des feuilles de personnages. Après, il y en a des exemples à la fin du manuel des joueurs, donc on peut les photocopier assez facilement. Donc un set 2D, le livre, c'est le kit le plus complet. Après, il existe des versions pour pouvoir jouer en famille, par exemple, des kits de démarrage, d'initiation ou autres, ou des kits essentiels qui existent. Ces kits-là, ils contiennent des dés, une petite aventure déjà écrite, avec souvent un petit fascicule avec une partie des règles simplifiées. Et ça permet de commencer à jouer avec tout ce qu'il faut en achetant juste une boîte de jeu. Donc c'est le plus simple de trouver un de ces kits. Après, si vous savez que vous avez à mort envie de jouer, que vous allez adorer ça, que vous voulez vous lancer dans l'univers avec tout ce qu'il faut, l'idéal c'est quand même partir sur le manuel des joueurs et un vrai set 2D qu'on peut comme ça choisir Mhm. individuellement et pas prendre ce qui vient dans la boîte. Mhm. Et durant en fait ce week-end, on a surtout Mhm. vu en fait des sessions live Mhm. du fait qu'on a dû s'adapter en fait aux conditions sanitaires. Mhm. Mais en fait, très souvent, le jeu de rôle, c'est tout autour d'une table, on est Mhm. d'accord. Et en fait, quel est le bénéfice derrière d'être autour d'une table au lieu d'être en live, en streaming en fait? Alors, l'avantage d'être autour d'une table surtout, c'est de pouvoir être ensemble, de pouvoir se voir, se parler. Et puis, si je crie pour faire peur à quelqu'un, ça va lui faire beaucoup plus peur si je suis à 1 mètre 50 de cette personne par rapport à si on se parle avec 2 mètres d'écart, avec les caméras entre ou autres, ou encore plus au travers d'un écran. Donc, je dirais que c'est surtout cet aspect communautaire, se retrouver entre amis autour d'une même table, parce qu'au final, on se raconte une histoire qu'on construit Mhm. ensemble. Et quand on va parler avec ses potes pour construire quelque chose, une histoire, on a envie d'être proche, pas de se tenir à 3 mètres pour pouvoir en parler, ou encore moins au travers d'écran. Après, beaucoup de personnes jouent, pas tous autour d'une table, mais en ligne. Et c'est assez nouveau, mais beaucoup de personnes maintenant le font. Comme ça, ils peuvent jouer ensemble en se retrouvant grâce à des logiciels alors qu'ils habitent partout dans le monde. C'est un autre moyen qui fonctionne. Après, honnêtement, ça n'a pas le charme d'être autour d'une même table, à pouvoir bouger les figurines, à Mhm. montrer sur la carte où est-ce qu'on veut être et à pouvoir se faire peur. Bon, on a vu hein, durant les sessions, là, les différentes Mhm. bruits que tu as pu faire. Mais est-ce que ça ne te dérangerait pas de nous faire une petite démonstration, peut-être Petite allez, démonstration. de ton bruit préféré? Mon bruit préféré. Ouais. C'est dur à dire, ça dépend complètement de la circonstance.
Je dirais que celui, je pense que j'utilise le plus souvent, c'est quand il y a Mhm. des sorts ou d'explosions, où je fais toujours un et Ah. ça, je le fais sans arrêt dès que j'en ai l'opportunité. Je trouve ça juste cool. Et je pense que c'est ce qui est le plus proche du visuel que j'ai dans ma tête. Je pense avoir vu tellement de séries d'animes ou autres. Ça me, c'est gravé dans ma tête et je le fais souvent. Personnellement, j'aime bien le jeu de rôle parce que Mhm, c'est là qu'en fait, on met de l'ambiance mhm, et tout, et finalement, on vit l'aventure. C'est ça qui est intéressant, mhm. hein. Non, complètement. C'est vraiment avoir l'opportunité, pas juste de construire une histoire, mais de pouvoir la modifier et de la vivre direct. Et ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Les personnes qui jouent à Donjons et Dragons, à n'importe quel autre jeu de rôle, s'ils parlent entre eux de ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils vont pas dire, ah, mon personnage a tué un dragon. C'est, ah, tu te rappelles quand on était sur le pont et qu'il s'est brisé, on a basculé dans le vide, qu'on se tenait à la corde, qu'un dragon arrivait, qu'on a dû se battre, tirer à l'arc tout en escaladant la falaise pour se sauver. Ils parlent avec le frisson de s'être sauvés l'un l'autre, et c'est ça que je trouve tellement beau. C'est vraiment les personnes vivent l'aventure. Ils le Mhm. voient pas simplement au travers d'un écran ou au travers des mots écrits dans un livre. Et rappelle-moi, depuis combien de temps donc, le dragon existe? Alors depuis les années 70, ça fait donc très longtemps, c'est presque antique. Ah ouais, donc, L'idée je suis même pas encore né. justement, j'étais pas né non plus. C'est Gary Gygax en l'occurrence aux États-Unis, à Lake Geneva dans le Minnesota, Mhm. qui a créé ça avec un de ses amis où ils avaient envie de pouvoir faire des jeux de guerre qui existaient déjà à l'époque, mais où au lieu de simplement poser des pions, ils pourraient vivre cette aventure et presque incarner ces personnages. Et assez fan de grandes séries assez connues du genre Le Seigneur des Anneaux, ils ont décidé de pouvoir mêler cette idée du fantastique avec ça pour pouvoir vraiment partager cet univers ensemble en pouvant incarner les héros. Et c'est de là d'où ça vient. Et depuis, ça a juste été raffiné, raffiné, raffiné. Des dizaines de versions, des centaines de types différents de jeux de rôle existent depuis et des milliards de dés ont dû être roulés. Peut-être est-ce que tu arriveras à nous dire un peu plus sur comment c'est raffiné? Parce que depuis les années 70, je veux dire, il y a la technologie qui s'est développée et tout, les moyens en fait de créer le jeu, de mettre de l'ambiance et tout. Peut-être nous raconter un peu plus comment ça s'est évolué là. Le jeu de rôle, il a changé de plusieurs manières. Après, je n'ai pas joué à la première version qui a existé. Dans ce que je sais en tout cas, c'est qu'au début, il y avait une volonté d'être ultra réaliste, très très strict. C'est-à-dire que si on tirait à l'arc en fonction de la distance en mètres, on avait des pourcentages qui allaient plus ou moins réussir, plus ou moins bien fonctionner. Ça avait quand même une certaine complexité autour d'être extrêmement réaliste par rapport à la physique des choses ou autre. Et ça, ensuite, ça a toujours été raffiné pour chercher à soit partir vers quelque chose de plus narratif, quelque chose qui soit moins strict par rapport à la réalité de comment une flèche va arquer dans le ciel, et puis, à d'autres moments, pour d'autres versions, repartir sur quelque chose d'un peu plus réaliste pour que les joueurs se sentent plus dans l'immersion. Et ça a souvent basculé un peu dans les deux, toujours en trouvant comment simplifier une règle et en même temps garder quelque chose qui reste logique par rapport au monde dans lequel les héros vivent. Et aujourd'hui, avec la cinquième édition, on s'est retrouvé avec une version qui est très très simplifiée par rapport à ces notions de réalisme, mais qui donne l'impression, le sentiment que ces lois ne sont pas brisées pour autant. Et Mhm. c'est ça qui est important dans ces rééditions, le fait de continuer à travailler dessus. Et accessoirement, de pouvoir voir au fil des années ce qui fonctionne moins, pour ensuite, quand on sort une nouvelle édition, rassembler juste tout ce qui fonctionne. Et souvent, c'est des choses qui ont été même créées par les joueurs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est très très vivant la manière dont ça a été construit au fil des années. Aujourd'hui, une bonne partie du lore officiel de Donjons et Dragons sont des choses que des joueurs ont créées, leurs aventures personnelles, qui ont tellement fonctionné, tellement plu que ça a été inclus dans les ouvrages officiels du jeu. Donc c'est quelque chose qui est une évolution très vivante. Mhm. Et est-ce que tu possible de nous parler un peu plus en fait de Un Non Echo dans Mhm, lequel tu es fondateur, c'est mhm, ça? Mhm. exactement. Alors en gros, on s'est dit que d'une part, on avait envie de pouvoir faire plus de jeux de rôle. C'est cool de faire du jeu de rôle, on adore ça. Et on avait une volonté de pouvoir gagner de l'argent avec, c'est clair, mais surtout de pouvoir justifier le fait d'aller vers des gens, leur expliquer, leur dire asseyez-vous autour d'une table, jouez, ça va être bien. Et accessoirement, moi en tant que maître de jeu, j'ai toujours envie de pouvoir avoir l'expérience la plus immersive possible pour les joueurs, mais c'est difficilement justifiable de se mettre à investir dans un éclairage qui est fluide, qui suit l'aventure, avoir des systèmes sonores, pouvoir avoir toutes les musiques qu'on veut, avec des bons systèmes son hi-fi, surround ou autre, et avoir en plus une machine à fumer, pouvoir faire trembler la table, tout ce genre de choses.
c'est des éléments où seul, en tant que maître de jeu, c'est pas quelque chose que je peux justifier. Par contre, travailler avec quelqu'un comme un assistant maître de jeu, par exemple, ça permet d'avoir une autre personne pour gérer ça. Et ça permet de rendre l'aventure beaucoup, beaucoup plus immersive. Et c'était cette idée de pouvoir faire des sessions de jeu de rôle en profitant de tout ce que le jeu de rôle peut offrir. Si on pousse vraiment tout à 100% pour voir le potentiel d'immersion que Donjons et Dragons peut offrir. Et donc, on a simplement décidé de monter cette entreprise en Suisse pour pouvoir aller chez les gens et leur proposer de faire des parties pour eux. On va simplement, dans leur salon, installer des lumières, installer la machine à fumer, installer le système son, et puis en une petite vingtaine de minutes de préparation, le maître de jeu qu'on envoie euh, les lance dans une aventure extrêmement immersive, intense, et qui est en plus une aventure qu'on peut toujours designer en fonction de ce que les personnes veulent. Si quelqu'un nous dit on veut du Harry Potter, on veut du Pokémon, ou alors on veut du Seigneur des Anneaux, ou alors faites-nous juste du Donjon et Dragon standard fantasy, on le fait. Et on peut justifier de le faire, de pouvoir travailler comme ça, parce qu'on a cette structure d'une entreprise. Et puis après, on a en plus exploré toutes sortes d'autres possibilités, notamment les bienfaits du jeu de rôle. C'est quelque chose le jeu de rôle qui est extrêmement bon pour la confiance en soi, la capacité de pouvoir être leader, par exemple, d'un groupe ou mener les projets à terme. Et le simple fait de pouvoir garder ça en tête et de pouvoir transformer ça en des activités team building, par exemple, ou alors des activités pour les enfants, c'est quelque chose qui permet une richesse de ces animations qui est vraiment assez extraordinaire. Mhm. Et peut-être comment tu es devenu maître de jeu en fait? Allez, l'histoire, c'est assez drôle. C'est simplement que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Il y a une série sur Internet qui existe qui s'appelle Critical Role, qui est assez géniale, de mon opinion personnelle. En l'occurrence, je suis tombé là-dessus. J'ai regardé un épisode et je me suis dit, je comprends rien. Vraiment, je sais absolument pas comment ils jouent, mais ils ont l'air de s'amuser. Et petit à petit, à mesure que je comprenais, je me suis rendu compte du potentiel que ça pouvait avoir. Je me suis dit, il faut que je joue. Il faut que je comprenne pour pouvoir jouer. J'en ai parlé autour de moi, tout le monde me dit, je connais pas du tout, je sais pas. La seule chose que je savais, c'est que pour pouvoir juste dire à quelqu'un, viens, assieds-toi autour d'une table, on va jouer, il fallait que je prenne le rôle de maître de jeu. J'ai donc pris des livres, j'ai appris sur un été de vacances pendant 2 semaines, avec un calepin, un crayon à dessiner des cartes. Et puis, après quelques semaines, je me suis lancé, on a fait les premières sessions, et depuis, je joue tout le temps. Mhm. Alors en fait, toi tu as appris par toi-même pour devenir Mhm. maître du jeu, mais en fait, est-ce qu'il y a des cours qui nous permettent en fait d'apprendre les règles ou les choses comme ça? Alors, pas vraiment en soi. Mhm. Les meilleurs moyens pour apprendre les règles, je dirais, c'est de lire le manuel du joueur ou alors de jouer avec d'autres personnes. Et puis sinon, ce qu'on fait nous, en tout cas, c'est qu'on a Mhm. décidé de lancer une structure de formation au sein de Nonecos pour pouvoir offrir aux personnes qui souhaitent devenir maître de jeu pour nous ou assistant maître de jeu, ou juste aux curieux qui ont envie de pouvoir venir voir comment jouer ou autre. On offre des initiations, mais on offre aussi des formations complètes Mhm. avec un examen et un diplôme Un potentiel à la examen clé. On fait carrément, un examen et un oral diplôme, et hein. écrit, pratique, où les personnes vont devoir faire une aventure. On a des critères d'évaluation. C'est une longue évaluation qui dure plusieurs dizaines d'heures en l'occurrence, où on parle de la présence scénique, de l'expression orale, de comment mimer les choses, comment prendre des voix particulières et Mhm. des règles. Et après, ben, en fonction de ce que les personnes cherchent, s'ils veulent juste une petite explication sur comment jouer, en Mhm. 4 heures, on peut le faire. Mhm. On va chez les gens, on leur explique comment ça fonctionne. Et s'ils veulent pouvoir ressortir avec un diplôme à ajouter dans le CV pour dire j'ai été reconnu en tant que maître de jeu pour faire du jeu de rôle, on peut le faire aussi. En 4 heures, on peut devenir maître du jeu. En 4 heures, je pense qu'on peut devenir maître de jeu. Je ne sais pas si on peut Waouh. devenir un bon maître de jeu en 4 Ah. heures. C'est pour ça que pour moi, devenir un très bon maître de jeu, ça, c'est nos formations plus longues pour avoir le papier à la fin. Sans compter l'examen, c'est des formations qui vont durer 60 à 80 heures. Donc ça prend un peu plus d'investissement. Après, les initiations pour maître de jeu, pour que les personnes puissent démarrer, on conseille 8 heures. Mhm. Donc on vient expliquer, pendant 8 heures, on accompagne, on guide les gens pour permettre vraiment à tout le monde de pouvoir jouer et apprendre comment ça fonctionne, pour qu'ensuite ils puissent apprendre d'eux-mêmes avec leur groupe. Mhm. Et peut-être quels sont les bons critères en fait d'un bon maître de jeu en fait? Les bons critères d'un bon maître de jeu, je dirais avoir l'imagination. Mais après, beaucoup de personnes disent, ah, j'ai pas d'imagination. Tout le monde a de l'imagination, c'est juste qu'on a appris à l'éteindre, malheureusement. Savoir écouter sa créativité, savoir imaginer. Et puis,
honnêtement, vouloir passer un bon moment avec ses amis, vouloir avoir une histoire qui soit belle à vivre pour ses amis. Si on a ces deux qualités, on peut être le meilleur des maîtres du jeu du monde. Il suffit apprendre à parler, enfin parler, ça s'apprend, l'expression orale, ça s'apprend, faire des bruits, ça s'apprend, les règles, ça s'apprend. Les seules choses qu'il faut, c'est avoir envie de passer un bon moment avec ses amis. Bah, ce qu'on peut voir avec Japan Impact, c'est que vous avez créé vraiment une aventure rien que pour nous. En tout cas, nous vous remercions pour tout l'effort que vous avez mis là-dedans. Peut-être nous dire un peu plus comment vous avez imaginé l'aventure, comment vous avez travaillé, comment vous avez construit la maquette. Est-ce que c'est possible de nous dire un peu plus? Bien sûr. Alors, l'idée de base pour Japan Impact, déjà, c'était de chercher à savoir quel était le thème. On a entendu dire que c'était les animaux du Japon. Et donc ensuite, on a regardé au sein de l'équipe qui était la personne la plus à même éventuellement de construire ce genre d'aventure. C'est un projet assez long. On a commencé dès qu'on a su qu'on allait, qu'on allait être là, en tout cas écrire juste le fil rouge de l'aventure. Des aventuriers qui se sont transformés en animaux. On avait envie de pouvoir faire hommage non seulement aux animaux du Japon, mais surtout aux animaux en voie d'extinction. C'est pour ça que les deux héros, par exemple, représentent des animaux qui sont en voie d'extinction. Et puis, sur cette base-là, d'avoir des aventuriers qui seraient des animaux, on a cherché à imaginer des choses qui seraient très typiques dans l'imaginaire de quelque chose d'épique du Japon. Et on pensait ben, par exemple à ces temples aux toits assez magnifiques, à ces cours très traditionnels ou autres. Et on a un peu décidé de chercher à faire de cette aventure une opportunité d'avoir quelque chose d'épique par rapport à la culture traditionnelle du Japon et en même temps qui mette en avant les animaux du Japon. Ensuite, on regarde au sein de l'équipe qui s'y connaît sur le Japon, qui y est souvent allé, qui connaît la culture. Et puis on utilise cette masse de connaissances plus beaucoup de recherches sur Internet pour petit à petit écrire quelque chose d'un peu plus précis. Une fois qu'on a quelque chose de précis, on va dessiner la maquette et puis la construire. Mhm. Mais justement, on a eu plusieurs questions du public qui nous Mhm. demandaient en fait la maquette. Est-ce que c'est vous qui l'aviez faite? Oui, Vous à avez- l'exception Mhm. de quelques petites lanternes ou toits qu'on a imprimés en 3D, où on D'accord. a demandé à des designers le droit de pouvoir utiliser les modèles qu'ils ont faits, Mhm. comme le Torii par exemple ou autre. Beaucoup de ce terrain a été fait par notamment Teapot Pirates, qui est un designer en Allemagne, qui nous a laissé utiliser une bonne partie de ces modèles. Mais sinon, oui, c'est de l'impression 3D et du Sagex. Beaucoup de Sagex, beaucoup de Mhm. colle, beaucoup de temps. Et puis de la Peu de faussaire, peinture des aussi. petites plantes, oui, de la peinture, au pinceau ou à l'aérographe, pour question de vraiment avoir une maquette qui soit aussi cool que possible. Mais tout est fait main, chaque pierre a été posée individuellement, les brins d'herbe ont été posés, tout a été fait à la main, même l'arbre. Quelle est la pièce la plus difficile à faire? La plus difficile à faire, c'est une excellente question. Beaucoup de choses sont difficiles. Ouais, j'imagine pour moi, Plein hein. d'étapes sont compliquées. Je pense que ce qui nous a pris le plus de temps, c'est le toit. Le toit de ce temps de garder la courbe et en même temps que ça Mhm. remonte tout ça en Sagex et réussir à avoir et les tubes et les tuiles. On regardait les modèles des toits des temples japonais. On se dit, mais Mhm. c'est l'enfer. Je ne vais Ouais. jamais y arriver. Et petit à petit, réussir à travailler, à faire. Je pense qu'on a dû faire une dizaine d'itérations différentes pour essayer de regarder qu'est-ce qui ressemblait le plus au Mhm. modèle final et en même temps qu'ils ne prennent pas juste 10 heures pour faire une microscopique portion du toit. Et puis on a fini par utiliser des fils, des fils électriques de 2,5 mm avec des tuiles faites en Sagex. Mais ouais, faire ces toits, c'est clairement la partie la plus difficile de tout. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, Merci. bravo à l'équipe. Moi qui suis déjà allé au Japon, quand je vois juste la maquette et tout, ça me rappelle juste les paysages qui sont au Japon, hein. Parfait. Et aussi, à part la maquette, il y a aussi les figurines. Alors, est-ce que les figurines, c'est vous qui les avez faites aussi? Alors les figurines, pareil, c'est des figurines dont les modèles nous ont été gracieusement prêtés, ou en tout cas on nous a laissé les utiliser lors de Japan Impact. Et des Mhm. figurines comme ce dragon-là ou autre sont des figurines qu'ensuite on imprime nous-mêmes avec une imprimante 3D. On va pouvoir la finir en ponçant certaines parties, assembler les différentes pièces, et puis ensuite on peint nous-mêmes, oui. Mais donc tout ce qui est figurines, terrain, on fait tout nous-mêmes. Et vous avez toujours parlé de c'est un peu adapté du Donjons et Dragons, mais Mhm. en fait, comment vous faites le travail derrière pour l'adapter? C'est très lent ou finalement c'est vraiment vous changez juste les scénarios ou l'ambiance et Mhm. c'est tout bon? Comment ça se passe? Tout dépend de ce qu'on doit faire. Il y a des Mhm. situations où il va falloir
adapter. Par exemple, si quelqu'un vient nous voir en nous disant je veux faire une aventure dans Donjons et Dragons mais dans l'univers de Star Wars, c'est possible. Par contre, être un Jedi, ça correspond pas tout à fait à la classe de guerrier de Donjons et Dragons ni de magicien de Donjons et Dragons, et donc il faut réadapter les classes. Il faut changer les pouvoirs, il faut changer comment est-ce que les gens vont pouvoir jouer les règles du jeu, qu'on va ensuite adapter en utilisant les mêmes structures, mais en changeant juste quelques règles, question que ça corresponde Mhm. plus. Pour le Japon, par contre, c'est bien, on met juste des vêtements et des armes dans les pattes ou mains d'animaux bipèdes qui vont vivre l'aventure. Et donc, au final, cette partie-là, c'est très simple parce qu'il nous suffit de juste calquer l'univers de Donjons et Dragons sur un univers japonais. Mhm. Au tout au début, on dit souvent, enfin dans les ouvrages officiels, ils disent, on vous propose des règles et on vous propose un univers, mais vous en faites ce que vous voulez. Et donc on garde les règles, mais l'univers, on l'adapte. Et le jeu, surtout la cinquième édition de Donjons et Dragons, est faite vraiment pour pouvoir être adaptée et s'adapter à l'univers qui fait plaisir aux joueurs et aux maîtres de jeu. D'accord. Et tu as parlé de classe. Est-ce que c'est possible de nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est ces classes de rôle? Mhm. Ça intervient dans la création de son personnage. Dans Donjons et Dragons, en tout cas dans la version traditionnelle de la cinquième édition, on dit souvent la première étape pour pouvoir jouer et se retrouver autour d'une table, c'est de créer son personnage. Pour créer son personnage, il faut choisir deux choses principales, sa race. Est-ce qu'on est un sang-dragon, un demi-orc, un être ailé, ou alors un ours, par exemple, comme on a pu voir pendant l'aventure. Et puis ensuite, une fois qu'on a choisi cette race, on va choisir une classe. La classe, c'est un peu le métier de Mhm. cette personne. Dans quoi est-ce qu'elle est douée, qu'est-ce qu'elle maîtrise. Et sur cette base-là, on va pouvoir ensuite, jouer avec de la magie, utiliser des armes, avoir différents atouts ou pouvoirs qui seront donnés par ce métier qui nous est donné. Et donc choisir une classe, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui permettra ensuite, qui va presque définir la manière, en tout cas, dont on va se battre, nos points forts, nos atouts, ce qu'on va faire. Et donc c'est une des deux étapes principales pour créer son personnage. Et on le cas sur le chat, les gens ils disent c'est magnifique votre maquette. Merci. Si on devait l'acheter, est-ce que vous le vendrez ou Alors, on peut toujours parler de ça, oui, bien sûr. Après, là, évidemment, faudrait nous contacter. Honnêtement, c'est très dur comme ça de mettre une idée de prix dessus. enfin aux enchères? Peut-être, peut-être, mais avec un prix d'entrée, je pense qu'une maquette comme ça, par exemple, dans son état actuel, elle n'est pas complètement finie. En plus, il reste un tout petit peu de travail Mhm. dessus, parce qu'on espère qu'on puisse la ressortir soit d'autres années ici, ou alors à d'autres occasions à thème. Mais une maquette comme ça, je pense qu'on a dû passer entre 150 et 200 heures de travail dessus. Wow. Mhm. Donc ça fait du boulot, donc ça fait cher. Ça se chiffrerait en milliers de francs, ça c'est sûr. 150 à 200 heures sur combien de personnes? Toutes les personnes confondues? Alors, au total, on est 6-7 personnes à être intervenues. Je vois les joueurs qui me font des signes alors qu'ils ont fait les calculs pour me dire exactement combien de personnes différentes sont venues. Donc à 6-7 personnes, ça fait 2 semaines qu'on travaille dessus. La dernière semaine, généralement en commençant à 10 heures du matin jusqu'à 3-4 heures du matin. Mhm. Et c'est à tous les jours, donc ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures. Je dis 200, c'est peut-être plus. D'accord. Ça fait beaucoup en fait. Mais en fait, les gens, ils viennent, comme je disais, c'est une entreprise, donc en fait, ils travaillent 100% pour un non-éco ou à côté, ils font autre chose, hein. Alors, la plupart d'entre nous, on est aussi étudiants. À D'accord. côté de ça, on va dire joue, enfin, on joue au jeu de rôle depuis des années. Par contre, on a rejoint, constitué à Cause depuis quelques mois. Évidemment, le Covid complique sérieusement ce qu'on peut offrir, surtout ces derniers mois, par exemple. On ne peut pas organiser de sessions chez les gens pour l'instant. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de temporaire, parce qu'on ne peut pas offrir pour l'instant un travail à temps plein pour fabriquer, par exemple, ces maquettes. Mhm. C'est quelque chose par contre vers lequel on travaille pour le plus rapidement possible pouvoir permettre ça et puis surtout permettre de continuer de recruter pour toutes les personnes qui seraient motivées à venir faire des maquettes ou rejoindre notre équipe de maîtres de jeu ou d'assistants maîtres de jeu. On est toujours ouvert à recevoir des CV pour pouvoir parler de formation future ou autre, mais ça va dépendre du relâchement de la tension qu'on subit avec le Covid. D'accord. Et peut-être qu'on va terminer avec des questions un peu plus Pas de personnelles. problème.
ta classe préférée. Ma classe préférée. Ça, c'est quelque chose d'assez facile. C'est très facile pour moi de le dire. Et c'est étrange parce que je joue quasiment jamais. Je pense que j'ai dû passer 10-15 heures à jouer. Je suis que maître de jeu. Mais c'est ma classe. Si je devais avoir une campagne qui dure et que je puisse vraiment, dans laquelle je puisse vraiment m'investir, ce serait clair, sans aucun doute. C'est pas tellement la connexion à une divinité qui m'intéresse, mais c'est plutôt l'idée d'être un personnage qui va être toujours dans une période de combat, par exemple, à un moment intense, épique. C'est pas le personnage qui va se dire, ok, comment je vais faire pour être le plus cool, ou pour taper le plus fort, ou pour tuer l'ennemi, mais c'est comment je vais faire pour que on gagne, et qu'on gagne tous, en repartant tous en vie. Et Mhm. ça, pour moi, c'est quelque chose qui ajoute tellement plus de valeur au rôle du personnage, d'être celui qui est là pour maintenir les autres en vie, d'être un support, comme on dit Mhm. souvent dans les jeux vidéo. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dynamique. Et il y a tellement souvent des situations où on a des choix terribles à faire. Entre, par exemple, on a un de ses alliés qui se trouve au milieu d'une masse de zombies qui sont en train juste de les détruire. Soit on peut claquer des doigts et détruire les zombies, mais les joueurs sont sur le point de mourir. Ou alors on peut claquer des doigts, sauver les joueurs, mais ils sont toujours entourés par des zombies. Et peut-être que nous, on va y rester après. Et donc, c'est des situations où stratégiquement, c'est extrêmement dur de savoir quelle est la meilleure des deux options. Et ça permet, en tout cas pour moi, d'avoir le plus de plaisir après une session. Et du coup, quels sont les pouvoirs en fait? Parce que ce que j'ai compris, Mhm. c'est qu'en fait, chaque classe a beaucoup de pouvoirs Mhm. derrière, ils ont des sorts et tout. Et du coup, la classe claire, qu'est-ce qu'il a comme Alors les pouvoir? clercs, ils sont extraordinairement doués contre tout ce qui est mort-vivant, tout ce qui est obscur ou maléfique. Mhm. Ou alors si c'est des clercs qui suivent des divinités maléfiques, ils sont extrêmement doués contre tout ce qui est positif, les anges, ce genre-là Mhm. de créatures. C'est des personnages qui sont magiquement très puissants grâce à leur connexion qu'ils ont. On parle de divinité, mais ça pourrait être la nature, par exemple, comme c'était le cas. Tengri, par exemple, était un clerc connecté à la nature, et sa connexion avec la nature, avec les esprits de la forêt, ce genre de choses, lui apporter ses pouvoirs. Et c'est des pouvoirs qui vont se traduire par sa possibilité de claquer des doigts et d'appeler une tempête de flammes sur le champ de bataille, par exemple, pour détruire ses ennemis, ou alors de claquer des doigts et juste détruire tous les morts vivants qui l'entourent, parce qu'ils sont simplement opposés à ses convictions personnelles, ou alors de pouvoir claquer des doigts et ramener quelqu'un à la vie. Et c'est un des pouvoirs principaux des clercs, ça fait partie des rares classes dans Donjons et Dragons qui peuvent ramener quelqu'un de l'au-delà. Donc, ce que tu veux dire, qu'un personnage peut mourir à travers une aventure? Oui, ça c'est quelque chose qui pour moi ajoute encore beaucoup, beaucoup plus de richesse dans le jeu de rôle. C'est le fait que c'est comme quand on joue à un jeu vidéo mais en mode hardcore, c'est-à-dire qu'on Mhm. a une seule vie. C'est le même principe dans Donjons et Dragons, on a une vie. Si un personnage combat un dragon qui malheureusement glisse, tombe dans la lave et qu'il s'est pris trop de dégâts en tombant dans la lave, évidemment je parle d'expérience personnelle, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est un de mes joueurs autour de la table, ben, c'est fini, le joueur meurt. Et ensuite, soit les joueurs ont suffisamment avancé pour réussir à tenter une résurrection, mais c'est extraordinairement difficile. En tout cas, dans les adaptations de règles qu'on fait, les règles officielles sont un tout petit peu plus sympas par rapport à ça. Nous, Mhm. on a une chance de faire une résurrection sur un joueur, et si la résurrection échoue, c'est fini. Et ensuite, ben, c'est fini. Le joueur déchire ses feuilles de personnage, c'est terminé. S'il veut continuer de jouer, il doit reconstituer un nouveau personnage. Et comme une partie de Donjons et Dragons peut durer 4 heures, mais qu'elle pourrait aussi durer 1000 heures, que certaines personnes gardent le même personnage pendant 10 ou 15 ans, imaginez si ça fait 5 ans que tous les jeudis soirs vous vous retrouvez entre amis, que vous continuez à développer la personnalité, l'histoire de votre personnage, et qui meurt comme ça en glissant d'une falaise. Ça peut être des moments assez durs ou frustrants. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, en tout cas dans le jeu de rôle, le fait que son personnage puisse mourir et disparaître. Ah, moi, je connais ce sentiment-là. Ça m'est arrivé que sur un jeu vidéo, on m'a effacé une sauvegarde et là, je suis là. Voilà. Attends, j'ai déjà fait 1000 heures de jeu et mon personnage est mort. Je dois tout recommencer. C'est frustrant. C'est exactement ça. Après, la beauté de la chose, c'est que la plupart du temps, heureusement, c'est seulement un des personnages qui meurt. Le Mhm. groupe qui était avec, lui, vit. Il va enterrer le personnage, ou en tout cas porter ses respects pour le combat du personnage et tous les souvenirs qu'ils ont partagés. Ils vont souvent rappeler ces souvenirs plus tard dans le temps. Mhm. Et c'est un peu quelque chose qui est beau, c'est qu'ensuite, si on réintègre le groupe avec un nouveau personnage, on va continuer de voir l'héritage laissé par le personnage qui a disparu avant. C'est pas comme la sauvegarde effacée où tout a disparu et c'est juste Mhm. fini. Mais le personnage va pouvoir garder d'un sens un impact sur l'histoire, même parfois des années après. Où on aura des joueurs qui vont dire non, il m'aurait pas laissé faire ça.
ils m'auraient pas laissé, je vais pas le faire. Je peux pas faire un choix pareil. Et ils entrent dans ce genre-là de choix parce que il y a 2 ans, le personnage qu'on avait joué une fois a une fois dit un discours particulier, par exemple. Et ça, c'est quelque chose pour moi une des nombreuses choses qui est vraiment, vraiment cool par rapport à Donjons et Dragons et qui ajoute tellement de richesse dans même la mort d'un personnage. Alors, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un jeu, en fait, c'est vraiment une vie, il y a l'aventure, il y a les souvenirs, on le vit, c'est vraiment, c'est un C'est jeu c'est qu'on le vraiment ça. vit, ça. C'est plus qu'un jeu, c'est vraiment une histoire qu'on construit en suivant quelques règles, en lançant des Mhm. dés, mais c'est une histoire qu'on vit ensemble avec ses amis et où on a la possibilité en plus de vivre dans la peau d'un héros ou d'une héroïne, de qui on a envie d'être, euh, en ayant des pouvoirs magiques, en pouvant voler, en pouvant faire tout ce qu'on veut. Et c'est génial. Magnifique. Et peut-être, quels sont vos futurs projets un peu avec un non-écho? Qu'est-ce que vous avez en tête pour l'avenir? Alors, cette prochaine période, déjà, nos projets, c'est d'en finir avec le Covid, Mhm. pour pouvoir reprendre les campagnes qu'on a et qui, malheureusement pour l'instant ont dû être interrompues. Ça va aussi nous permettre de pouvoir continuer d'avoir plus d'événements. On va essayer d'être présent à un maximum de conventions et festivals dans toute la Suisse. Vous pouvez continuer à entendre parler de nous, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, pour suivre l'entier des projets qu'on a. Accessoirement, on a lancé une boutique en ligne Mhm. où on vend tous les accessoires pour les rôlistes, les personnes qui font du jeu de rôle. On a plus de 200 sets de dés différents à vendre, des empires fines en bois ou autres. Et donc, on va continuer aussi à étendre cet assortiment. Mhm. On devrait tout bientôt aussi commencer à étendre du matériel pour fabriquer ces maquettes. C'est une des prochaines choses qu'on va ajouter sur le site. Et puis, notre but, accessoirement, c'est de continuer à faire des formations, continuer d'en parler. On a des projets pendant 2021 avec les bibliothèques de Lausanne, par exemple. On va pouvoir Mhm. faire des activités pour les enfants, pour leur faire découvrir le jeu de rôle et la narration par Donjons et Dragons. Et on continue de chercher un maximum de projets comme ça pour le faire. Mais donc, si vous suivez les conventions dans la région de Lausanne ou Genève, Fribourg, par là autour, si c'est médiéval ou fantasy, il y a d'énormes chances qu'on soit là. Et puis on va continuer d'essayer d'être le plus présent possible, le plus parler de Donjons et Dragons et du jeu de rôle qu'on puisse, et puis juste continuer d'étendre cet univers et de le faire découvrir aux gens. En parlant de boutique, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez voir qu'il y a un code rabais que vous pouvez commander sur le site, Mhm. justement. Donc, si vous voulez se lancer dans le jeu de rôle, c'est l'occasion. Oui, exactement. Alors les kits d'initiation, malheureusement, on n'en a plus. Problème d'imprimeur, c'est extrêmement compliqué d'en obtenir. Chaque fois qu'on en a, Hmm. c'est terminé. Par contre, manuel du joueur, ça, on en a. Meilleur moyen de commencer à jouer. Et puis sinon, il faut vraiment jamais hésiter à nous envoyer un email. On est très heureux de pouvoir vous répondre sur comment choisir, comment commencer, quelle est la meilleure chose pour pouvoir jouer, si vous êtes maître de jeu, si vous êtes joueur, si vous avez envie de rejoindre un groupe. Et puis, accessoirement, le code fonctionne aussi pour les personnes qui souhaiteraient réserver des sessions avec un Ecos pour qu'on puisse venir chez vous faire des sessions avec effet de son, de lumière, de fumée, faire un show chez vous pour vous offrir la possibilité pendant quelques heures ou pendant la durée de toute une campagne, ou si longtemps que vous voulez, de pouvoir vivre l'aventure de votre choix. Peut-être un petit conseil pour les gens qui veulent commencer à devenir Mhm. maître ou maîtresse de jeu. Qu'est-ce que serait le conseil numéro un? Alors, mon conseil numéro un, ce serait surtout de se rappeler que c'est un jeu. Quel que soit combien ce jeu est extraordinaire, c'est un jeu. On est là juste pour passer un bon moment avec ses amis. Ils seront indulgents. Tout le monde fait des erreurs au début, c'est normal. Faut pas se prendre la tête. Il faut juste commencer à jouer. C'est pour moi le meilleur des conseils à avoir. Beaucoup, beaucoup de personnes se retiennent de faire maître de jeu parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient être aussi bons que tel autre maître de jeu. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir ce genre d'inquiétude. Et si on veut devenir maîtresse de jeu, c'est génial. Il n'y en a pas assez. Malheureusement, trop d'hommes dans l'univers du jeu de rôle. Il faut équilibrer les choses. Les femmes ont autant de magnifiques histoires à raconter que les hommes. Tout le monde a sa Hmm. place en tant que maître de jeu. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup que chacun ose le faire, ne serait-ce qu'une fois, pour que vous puissiez découvrir ce que c'est. Et dans le pire des cas, ça fera juste de vous un ou une meilleure joueur ou joueuse. Hmm. D'accord, merci beaucoup. On va bientôt arriver au bout de la Mhm. session. Peut-être une petite dernière question. Pas de problème. Quel était ton ressenti dans ce premier événement en ligne avec Japan Impact? Alors, c'était quelque chose de complètement nouveau pour nous. On a l'habitude de voir les gens en direct pour pouvoir faire les effets de son, pour pouvoir leur faire peur, pour pouvoir voir leur réaction directement.
C'est vrai que ça change de devoir s'adapter pour faire quelque chose en ligne. On a l'avantage d'avoir plein d'exemples qu'on a pu voir et d'avoir un peu une image de ce qu'on espérait que ce soit. Et puis j'ai trouvé sincèrement que malgré les quelques petites difficultés qu'on a pu avoir au tout début, ça a vraiment ressemblé à ce qu'on espérait enfin l'image qu'on avait de ce que ça pouvait être. Donc c'était très très chouette en tout cas. On fait ça très volontiers. Mhm. Maintenant on sait, c'est plein de nouvelles expériences, d'expériences chouettes. Et puis si ça vous a plu, pour nous c'est tout ce qui compte. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup plu. En tout cas, ça dépasse mes attentes. Là, on s'échangeait sur comment faire les choses et tout. Franchement, la maquette, elle est magnifique. Votre histoire, comme elle est faite, l'aventure, tip top. Donc, merci Magnifique. beaucoup pour votre Merci. participation. J'espère vous revoir à l'avenir, aux prochains événements. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire à un non-écho à travers Facebook, à adresse email. Voilà, on va terminer pour cet entretien et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.